change, nombreux sont les usagers de la SNCB qui râlent. Trop de retard, manque de correspondance, manque d'informations, grève. Décidément, quelque chose ne tourne pas rond dans le rail belge. Et nous étions loin de nous douter en commençant notre enquête au printemps dernier qu'une série d'événements allait tout chambouler. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Nouvel accident ferroviaire en Belgique, 3 morts, un blessé grave. Les deux patrons du rail convoqués au Parlement pour s'expliquer sur ce tragique accident, voilà qui illustre la complexité du fonctionnement d'un rail à deux têtes. Durant notre reportage, il y eut aussi la démission de la très contestée ministre Jacqueline Galland. Je n'ai pas d'insulte à recevoir de votre part. Je suis descendue, je suis venue à votre rencontre, ce n'était pas prévu. Vite remplacé par François Belot, quelqu'un qui cette fois connaît bien les arcanes du chemin de fer. C'est tout le dispositif qui doit être mis à plat. Le patron de la SNCB, Jo Cornu, excédé, qui annonce vouloir quitter ses fonctions plus tôt que prévu, il n'est pas du genre à mâcher ses mots. Moi, je ne peux pas faire des miracles, sauf que si on me donne la possibilité d'imprimer de l'argent. La SNCB, tant décriée par certains, connaît pourtant une forte croissance du nombre de ses voyageurs. Mais avec sa dotation en baisse et avec l'ouverture prochaine à la concurrence du trafic voyageur, la société va devoir améliorer ses performances. D'où notre question. La SNCB pourra-t-elle relever ce défi ou faut-il espérer un miracle ? C'est peu dire que ces dernières années, le climat social ne cesse de se détériorer au sein du groupe SNCB. Nous en serons les témoins le mercredi 25 mai. Alors que nous visitions un centre d'Infrabel et que nous devions ensuite nous rendre à l'atelier de la SNCB de Salzines, situé à quelques kilomètres de là, nous recevons de la porte-parole de la SNCB ce SMS. Pour des raisons internes, je suis obligé d'annuler le tournage à Salzines cet après-midi. Nous décidons quand même d'aller voir sur place ce qui se passe. Enfin, on avait prévu de venir faire un tournage à l'atelier de Salzines aujourd'hui et on me dit que ça n'est plus possible parce qu'il y a un petit mouvement de grogne sociale chez vous. Exactement, oui. Est-ce que ça a une implication par exemple sur la circulation des trains? S'il y a un train... Non. Le rail restera pourtant paralysé durant 9 jours. Ce mouvement de grève né dans des ateliers à cause de la suppression de jours de récupération s'étendra en quelques heures à tout le réseau. Il témoigne d'un profond malaise. Que ce soit les guichetiers, que ce soit les conducteurs, que ce soit ici les ateliers, que ce soit dans tous les secteurs, les gens craquent. En fait, on s'attaque petit à petit, secteur par secteur, un petit acquis par là, un petit acquis à gauche, à droite, pour ne pas que les gens se révoltent tous en masse. Mais à force de faire un petit point, un petit point, un petit point, un petit point, tout le monde a 10 petits points, et quand ça déborde, quoi. Ce mouvement a été qualifié de grève émotionnelle. Il a mis tout le monde devant le fait accompli, les navetteurs comme les instances syndicales. Est-ce que vous vous attendiez à ce que soudainement la situation sociale se dégrade comme cela? À ce niveau-là, non, je vais être très franc avec vous. Il est clair que depuis maintenant 2 mois, on sent que la pression est de plus en plus élevée au niveau des différents sièges de travail. D'ailleurs, on avait attiré l'attention des 2 CIO lors des comités de pilotage pour leur dire que il fallait à un moment donné se poser pour éviter tout dérapage. Le lendemain, nous nous rendons à Liège. Ici, des grévistes tentent de convaincre des collègues de suivre le mouvement. Il faut essayer de se mettre en grève, les gars, vous êtes le dernier. Un peu plus loin, devant la gare des Guillemins, cheminots de la FGTB et de la CSC tiennent une assemblée pour évaluer la situation. Il est très important d'arrêter d'avoir peur du patron. Nous sommes en guerre, là. Le patron ne compte plus. Est-ce qu'ils nous prennent pour des cons? Oui! On voulait prendre le train aujourd'hui, on a su qu'il y avait grève hier, donc c'est un peu rageant. Vous n'avez pas l'impression que ce sont les usagers qui priment pour eux? Si, parce que là, nous, on est étudiants, donc on est en période d'examen, et faire ça le jeudi et le vendredi, c'est le pire, quoi, pour nous. Je peux très bien comprendre que c'est embêtant. Mais ça va plus loin que ça. Mais nous avons... Ce qu'on nous prend à nous, on le prendra aux autres après, quoi. Je veux dire, c'est pas un combat individualiste et égoïste. C'est beaucoup plus général que ça. Je veux dire, c'est contre ce gouvernement qui se permet de finalement presser les travailleurs comme des citrons. C'est à la SNCB, mais ce sera pareil ailleurs. C'est pareil ailleurs. Cette grève du printemps 2016, avec son corollaire d'embouteillage et d'engorgement sur les routes,
démontre combien le train reste la colonne vertébrale d'une mobilité plus fluide. Pour tenter de cerner ce malaise à la SNCB, nous avons voulu tenter de comprendre, au-delà de la problématique des retards, ce qui grippait le bon fonctionnement du chemin de fer. Et qui d'autre que des acteurs du rail, ceux d'aujourd'hui mais aussi d'hier, peuvent nous faire découvrir les coulisses de cette saga typiquement belge. Grosso modo, la SNCB, c'est un peu comme la Belgique en petit, c'est-à-dire qu'on y met un peu de politisation, un chef qui n'a pas beaucoup de pouvoir, tout le monde qui s'en mêle, des moyens qui bougent en fonction des circonstances. Traditionnellement, la SNCB est une variable d'ajustement budgétaire pour le gouvernement. Lorsqu'il faut faire des économies au niveau fédéral, la SNCB est toujours en première ligne. La chose qui a manqué, c'est finalement une continuité dans la vision et dans les objectifs. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est d'une rare complexité, c'est une véritable lasagne à 15, 20 ou 12 couches, peu importe. Et donc, on prend tout de suite conscience des difficultés qu'il y a du rapport entre la base et le sommet. La SNCB, on a l'impression qu'elle fonctionne toujours comme il y a 15 ans, 20 ans, même si elle a été coupée en 3. Mais une précision s'impose. Aujourd'hui, on dit encore trop souvent SNCB pour évoquer le chemin de fer belge, mais à tort. La SNCB unitaire, celle du temps où l'on payait son billet en francs belges, n'existe plus. Elle a été scindée une première fois en 3 en 2005, puis en 2, 9 ans plus tard, en 2014. Pour simplifier, aujourd'hui la SNCB n'est plus que l'opérateur qui fait rouler les trains et gère les gares. Infrabel s'occupe de l'infrastructure sur laquelle roulent ces trains. Cette nouvelle structure n'a rien amélioré. La ponctualité des trains s'est même détériorée. De là à dire que tout était mieux avant, du temps de la SNCB unitaire, il y a de la marge. Un orage éclate. Qu'importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il sera quand même à l'heure. Acceptez l'imprévu. Alors le train, il sera quand même à l'heure. En Belgique ou à l'étranger, l'homme qui pour ses affaires ne peut pas se permettre d'être en retard prend le train. À l'époque, on essaye déjà de convaincre le voyageur de la ponctualité de la SNCB. Mais de la pub à la réalité, il y a toujours un monde. Contigny-la-Gare, 7h46 va rouler, ça c'est une certitude. Au-delà, je ne suis plus Madame Soleil. Ce que vous voulez faire? Il était train ou qu'il n'en est pas, on entend. Et pour vous, ces nouveaux horaires pour Moucron sont meilleurs ou moins bons qu'avant? Moins bons, hein, parce qu'il faut quand même se lever beaucoup plus tôt et arriver à Moucron. En principe, pour arriver et ouvrir la porte de l'école à l'heure, il faut faire 25 minutes à pied. Que ce soit à cause de grève ou de changement d'horaire, le mécontentement des usagers était alors aussi perceptible qu'aujourd'hui. De 1986 à 2005, la SNCB a connu un seul patron, Étienne Scoupe, qui a dû lui aussi appliquer un plan d'économie. En 1986, nous avons vraiment pris la chose en main et la situation budgétaire et de l'État belge et de la SNCB était catastrophique. Et je dirais une situation comparable à ce que l'on vit maintenant. Donc, disons, l'histoire se répète pratiquement après 30 ans. Le nombre de cheminots passe alors de 68 000 à 42 000. La pilule est dure à avaler pour les syndicats, mais à l'époque, il siégeait au conseil d'administration et y était associé à la gestion de l'entreprise. La réduction de l'effectif a été vraiment substantielle, c'est vrai. Et là aussi, disons, les circonstances nous ont aidés, dans la mesure où, à la SNCB, à la fin des années 30 et au début de la guerre, la SNCB avait, pour des motifs patriotiques, fait des recrutements massifs de jeunes pour éviter à ce que ces gens-là doivent aller travailler en Allemagne. Et alors, c'est la majorité de ces gens-là, ou presque tous, arrivaient à l'âge de la retraite dans les années 80. Et cela nous a permis tout de même de faire des restructurations supprimant des emplois en automatisant, en investissant, je dirais, dans d'autres matériels. La discussion sur les mesures à prendre, sur les choix à faire, était faite dans le conseil d'administration avec une participation franche et ouverte des représentants des syndicats. C'est vrai que notre présence au conseil d'administration nous donnait, si pas
plus de pouvoir, en tout cas beaucoup plus d'informations sur ce qui se passait réellement dans l'entreprise. Et tous les projets, dès leur origine, nous étaient connus. La négociation, la discussion n'était pas facile, mais on avait l'avantage, une fois arrivé à un accord, l'accord était respecté de part et d'autre. Avec Étienne Scoop, nous avons conclu des accords à 3 avec mon collègue du syndicat chrétien. C'était une époque où tout était, je dirais, dans les mains de 2 ou 3 personnes et indiscutablement, ça facilitait les choses. En 2002, pour la première fois, arrive un patron issu du privé. Carol Vink prend le relais d'Étienne Scoop. Si à un certain moment, le personnel de la société ne suit pas, ou si on ne parvient pas avec une communication adéquate, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, à motiver ceux qui sont les stakeholders de cette entreprise et des challenges qu'on doit reprendre, ça ne va pas. Les syndicats, cette fois, ne siègent plus au CA. Le climat se détériore quand ils découvrent un nouveau plan de licenciement, le plan MOVE, qui vise à réduire les effectifs de 10 000 unités de plus. Aujourd'hui, Carol Vink reconnaît une erreur de communication avec les syndicats. J'ai fait une erreur de communication, en ce sens que sans les consulter comme il aurait fallu, je suis sorti avec le plan en disant voilà les objectifs que je me fixe. Et là, ils ont eu raison de dire écoutez, ça c'est pas acceptable comme ça, sans négociation. Donc ils ont eu un jour de grève. C'est le seul jour de grève que j'ai eu en 2 ans et demi. Par après, j'ai discuté et j'avais l'avantage d'avoir 2 leaders syndicaux qui étaient forts, qui étaient José D'Amelio et Michel Bovy, avec lesquels finalement, en regardant de façon objective les données qui étaient sur la table, nous étions arrivés à la conclusion aussi qu'il fallait plus de productivité. Aujourd'hui, on peut se demander si le climat social s'améliorerait si les syndicats réintégraient le conseil d'administration. Non, ça je ne pense pas parce que j'ai vécu aussi 4 ans en dehors du conseil d'administration. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 patrons qui n'ont pas toujours la même vision des problèmes. Si on voit aujourd'hui le conflit qu'il y a entre Infrabel et la SNCB, on se rend bien compte que l'entente n'est pas cordiale. SNCB et Infrabel sont nés d'un souhait de l'Europe. À l'horizon 2000, la Commission a voulu la fin des monopoles d'État et une scission des entreprises ferroviaires entre un opérateur et un gestionnaire de l'infrastructure. En 2005, la SNCB est donc scindée. Mais ce réalisme à la belge oblige, on ajoute une 3e société, la SNCB Holding, supposée chapeauter l'édifice. Concrètement, cette scission a posé de nombreux problèmes d'efficience, mais aussi de rivalité entre la SNCB et Infrabel. Cette séparation, d'abord en 3 et puis en 2, a créé vraiment une espèce de compétition entre la partie infrastructure et la partie train. La première réunion que j'ai faite avec les 3 CIO, ils ne s'adressaient pas la parole, ils ne s'adressaient littéralement pas la parole. Et j'avais M. Yannia qui disait « Monsieur le ministre, voulez-vous bien dire à M. Luc Lallemand que ?» Et Luc Lallemand qui disait « Monsieur le ministre, voulez-vous bien dire à M. de Schemaker que ?» On a été arrivé à un point de guerre entre les CIO, à un point de guerre de tranchée entre les 3 sociétés de la SNCB, qui faisait qu'il n'y avait absolument plus aucun dialogue et qui passaient plus de temps à se battre les uns contre les autres qu'à se battre ensemble pour faire fonctionner la SNCB. Il fallait résister à la Commission européenne. Il y avait moyen, d'autres l'ont fait. Ce n'était pas nécessairement de scinder de façon verticale. Bien sûr, c'était le modèle préféré de la Commission européenne, mais si on lui démontrait qu'on pouvait organiser un régulateur fort extérieur, il n'était pas impossible, et d'ailleurs l'Allemagne l'a démontré, de garder une structure SNCB ou une structure unique qui permettait d'avoir justement de meilleures collaborations entre l'infrastructure et l'exploitation. Je n'ai d'ailleurs pas compris pourquoi à l'époque, les ministres de l'époque, et singulièrement M. Magnette, s'est, je dirais, laissé prendre, lui qui était un grand pourfendeur de la Commission. On peut discuter de tout et pourquoi pas se poser la question de savoir s'il faut revenir à une structure unitaire. Moi, j'y ai jamais été opposé par principe. Je constate simplement, quand je suis arrivé, il y avait 3 sociétés, que ça ne fonctionnait pas du tout et que l'urgence nous est apparue de supprimer la 3e qui avait été créée un peu dans un compromis à la belge pour recréer 2 sociétés qui avaient chacun une mission, un budget et des objectifs précis. Un incident en 2011 à Ternat, sur la ligne Bruxelles-Ostende, fait prendre conscience de sérieuses complications nées de cette scission. Des voyageurs sont restés coincés dans un train pendant 2 heures un samedi soir. Un cafouillage imputé au manque de communication et de concertation entre SNCB et Infrabel. C'est pourquoi, depuis 2014, on a créé le ROC,
le Railway Operation Center, situé à côté de la gare du Midi à Bruxelles. C'est le centre nerveux qui surveille 24 heures sur 24 l'ensemble du réseau. Cheminots de la SNCB et d'Infrabel y travaillent ensemble pour optimaliser une gestion des incidents. Il a 24 minutes au départ de Namur. On rechercherait un conducteur pour l'acheminer jusqu'à Liège. Côte à côte, deux responsables de la SNCB et d'Infrabel. Deux ex-collègues qui retravaillent aujourd'hui ensemble. Nous n'avons jamais arrêté de travailler ensemble. Pour faire rouler un train, il est impossible de dissocier l'infrastructure du train, le matériel roulant qui va fonctionner sur l'infrastructure. À droite de l'écran, le manager Trafic Contrôle Infrabel qui s'occupe du réseau. À gauche, son collègue fait rouler les trains de la SNCB. N'exagérons pas quand même. La SNCB et Infrabel insistent beaucoup dans leur communication sur le fait que maintenant, les deux sociétés travaillent à nouveau ensemble et de manière tout à fait efficace. Ça va. Pour l'instant, tout se passe bien. Tant mieux. Je propose de continuer la visite du côté de SNCB. Un avis que ne partage pourtant pas ce conducteur de train qui a souhaité garder l'anonymat. Il va y avoir une succession d'intervenants. Pour avoir une réponse, on va devoir passer par ces mêmes intervenants. Et les trois quarts du temps, l'information arrive trop tard. Ça arrive régulièrement, mon collègue accompagnateur va demander une correspondance qui lui est confirmée. Il va le dire aux voyageurs. On arrive en gare et on voit l'autre train qui démarre. Depuis la scission de 2005, le nouveau partage des tâches entre SNCB et Infrabel peut paraître parfois surréaliste. Ainsi, le nettoyage des gares et des trains est à charge de la SNCB, tandis que le nettoyage des voies, même dans une gare, est du ressort d'Infrabel. Conséquence plus fondamentale de la séparation, la SNCB est devenue un client d'Infrabel, un client parmi d'autres. Et comme toute société qui veut utiliser le réseau d'Infrabel, la SNCB doit dorénavant payer un droit de passage pour chaque train, pour chaque arrêt. Pour chaque train, nous devons obtenir un sillon de la part d'Infrabel. Et si nous souhaitons faire rouler un train spécial entre, par exemple, Louvain et Blankenberg, parce qu'il fait beau temps et qu'il y a une affluence touristique, eh bien, nous allons demander un horaire, un sillon donc, à notre collègue d'Infrabel, après avoir bien entendu de notre côté avoir réuni toutes les conditions pour faire circuler un train, c'est-à-dire le conducteur, le matériel et l'accompagnateur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que vous ajoutez un train, la SNCB doit payer des redevances supplémentaires. Chaque fois qu'il y a un arrêt, il y a encore une redevance supplémentaire. Donc, à la limite, ça incite à fermer les petits points d'arrêt, les petites gares, et donc ça, c'est contre-productif. But du système, permettre l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le réseau belge. Aujourd'hui, Infrabel a déjà d'autres clients, Thalys ou Eurostar, sans oublier le trafic marchandises. Mais le montant de la redevance demandée par Infrabel à la SNCB est l'un des plus élevés d'Europe, un coût qui handicape la SNCB. Certains disent, bon ben voilà, c'est 600 000 € par année au niveau de la redevance infra, ça c'est la vision de M. Lallemand. Et donc M. Cornu, lui, dit, ok, je veux bien vous payer les 600 000 € par année, mais laissez-moi rouler le nombre de trains que j'ai envie. Et donc, on a la réponse, c'est un vécu, c'est un échange qui s'est passé devant nous lors d'un comité de pilotage. Et M. Lallemand dit non, si tu veux augmenter ton nombre de trains, tu payeras plus cher. Donc ce que nous avons prévu, ce sera la stabilisation de la redevance au niveau de 2014. Moi j'ai une approche groupe, je n'ai pas une approche Infrabel ou SNCB. Je ne privilégie rien, je ne privilégie qu'une chose, c'est le voyageur. Le groupe SNCB figure dans le top 3 des entreprises de chemin de fer les plus subsidiées d'Europe. Pour les années 2016-2020, la cure d'austérité imposée par le gouvernement restera d'actualité avec une économie imposée de 1,2 milliard. Le montant de la dotation, lui, est fixé à près de 3,5 milliards par an. Chaque entreprise va devoir faire ses choix, des choix qui ne seront pas sans conséquences sur le bon fonctionnement du rail. Un exemple, côté SNCB, Jo Cornu souhaite entre autres faire rouler certains trains sans accompagnateur. Le métro, est-ce qu'il y a un accompagnateur? Il n'y en a pas. Quand on regarde les réseaux suburbains, par exemple en Allemagne ou en Suisse, il n'y a pas d'accompagnateur. Ce jour-là, José Damilo, l'ex-syndicaliste, a rendez-vous à la gare de Namur avec son ami, qui est accompagnateur de train. À part ça, ça va? Ça va? Ben oui, on s'interrogeait sur notre société.
On en parle de plus en plus aussi à la presse, hein. C'est pas rose. Hein. Le personnel déserte au niveau du terrain. On les supprime de plus en plus et malheureusement, on se retrouve de plus en plus seul. Hein. Dans les années 2005, on était 2 par train. Maintenant, on se retrouve tout seul avec 900 voyageurs. Et avec toutes les mesures qui sont prises pour l'instant, la suppression des guichets, la perspective du one-man car, qu'est-ce que les accompagnateurs disent de cela? Il va y avoir de l'insécurité dans les trains, des gens qui, malheureusement, s'ils ont une mauvaise information, vont être dévoyés complètement. Au lieu d'aller vers Bruxelles, par exemple, ils vont prendre le train qui va aller dans une autre destination. Hein. On peut imaginer un changement de voie dernière minute. Et alors, encore moins de services. Hein. Parce que l'accompagnateur n'est pas là uniquement pour contrôler les tickets. Hein. Il est là pour la sécurité des voyageurs, mais en même temps pour donner de l'information. Ça, c'est primordial. Hein. Et toi, José, à part ça? Je suis évidemment très malheureux de voir l'évolution de la société. Ce projet ne concernerait que 20% des trains et pourrait signifier une perte de 500 emplois. Irrecevable pour les organisations syndicales. C'est la ligne rouge à ne pas franchir parce que pour nous, c'est une atteinte à la sécurité. Ce n'est pas intéressant pour la sécurité, mais encore une fois, on est sur des économies à très court terme. Donc, ça fait X salaires en moins à payer et c'est tout ce qui compte visiblement. Oui, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Depuis des années, Infrabel cherche à rationaliser, moderniser l'outil pour réduire les coûts d'exploitation. Ici à Ronnay, nous sommes dans un centre logistique, un bâtiment entièrement passif où on récupère même l'eau de pluie. D'ici, chaque jour, des équipes entretiennent l'équipement selon un planning bien établi. En fait, nous avons un programme qui s'appelle un programme RIAM. Tous les entretiens sont encodés. Certaines périodicités sont d'1 an, 3 mois, 6 mois. Et ce programme, tous les jours, au jour le jour, me dit le travail que j'ai à faire. Infrabel refuse toute idée d'endettement, et ce malgré le budget jugé insuffisant pour remplir ses obligations. L'objectif que nous avons aujourd'hui, c'est de maintenir au maximum nos investissements. C'est-à-dire qu'on a fait des économies dans le budget d'exploitation, donc qui sont les coûts quotidiens de l'entreprise, pour maintenir un maximum d'investissements et d'expansion future de notre réseau. Reste que l'état du réseau wallon est globalement préoccupant. Plus qu'en Flandre. Ici, dans la zone de Liège, on trouve pas moins de 5000 ponts ou tunnels, la moitié des ouvrages sur le réseau belge. Alors question, faut-il craindre un syndrome des tunnels bruxellois mal entretenus? Ah non, pas du tout. Donc ici, entre Liège et Verviers, tous les tunnels ont été entretenus sur ces 10 dernières années, un entretien vraiment profond. Et donc il nous reste juste un tunnel à entretenir l'année prochaine et puis on aura remis en état l'ensemble de la ligne. Dans cette zone de Liège, mais aussi pour de nombreux autres gros chantiers, Infrabel, toujours à la recherche d'une meilleure rentabilité, fait de plus en plus appel à des sociétés privées. Infrabel fait lui-même le petit entretien, les inspections, les petites réparations. Quand on a des gros chantiers de renouvellement de 5 km de rail d'un coup, par exemple, on fait aussi appel à des firmes extérieures. Donc pour des gros chantiers, parce que je n'ai pas entendu à cause du train, les gros chantiers de renouvellement de rail, ça c'est aussi... Ce sont aussi des firmes extérieures qui font les gros chantiers de renouvellement. Oui. J'imagine que vous supervisez après? Oui, bien sûr. Donc non seulement les firmes doivent être agréées, donc elles doivent avoir un agrément pour faire des travaux de ce type, et notamment au point de vue sécurité, on est extrêmement sévère sur le respect de la sécurité par ces firmes, et il y a toujours du personnel technique d'Infrabel compétent pour surveiller, superviser ces travaux. Néanmoins, certains s'inquiètent. Ce cadre d'Infrabel déplore le recours de plus en plus fréquent, voire excessif, au secteur privé. Nos dirigeants ne sont pas des dirigeants techniques, ce sont des financiers. Et dans une enveloppe, ils répartissent l'enveloppe en fonction du cahier des charges qu'ils ont. Ils ne s'interrogent pas de savoir si on peut faire les travaux nous-mêmes. Bien souvent, ils ont recours à de la main-d'œuvre, des Bulgares, des Turcs, des Roumains, des gens qui viennent sur les chantiers et qui ne maîtrisent pas la langue. Sur certains chantiers, on traite ces gens-là comme du bétail, quoi. Plutôt que d'engager la grue, on préfère le travail à la main. Nous devons souvent repasser, pas sur l'intégralité du chantier, ça c'est pas possible,
Mais il y a certaines phases du chantier qui ont été loupées et qui doivent être reprises par les brigades d'entretien quand le chantier est terminé. Ce ne sont pas des ASBL, ce sont des gens qui veulent faire du profit, dégager des bénéfices. Et bon, vous savez, c'est rendement avant tout. Moi, je suis persuadé qu'au niveau de l'efficacité, au niveau de la réalisation du travail, on gagnerait en efficacité, en qualité. Si on faisait cela avec une approche technique plutôt qu'une approche purement financière, quelque part, oui, ça m'inquiète. On retrouve partout ce souci d'Infrabel de rationaliser son outil par souci d'économie. Voie 21. Suite à un problème avec un train de marchandises à Malines, le train S1 à destination de Nivelles de 11h25. Cette cabine de signalisation fait presque partie du passé. Ici, ce sont encore des agents qui lisent des annonces pour informer les voyageurs. Plus pour longtemps. Moi personnellement, ça fait maintenant 3 ans et demi que je fais ce métier-ci et il existe déjà depuis bien avant, depuis facilement 15-20 ans, si pas plus. Et il a encore duré, sauf que notre métier va évoluer avec donc, les nouvelles technologies qui viennent s'installer. Au lieu de faire les annonces vocalement, on va être derrière une machine qui va faire les annonces pour nous et on va surveiller cette machine et on pourra toujours intervenir en cas de problème. Le futur, c'est ici, dans cette cabine située juste à côté de la gare des Guillemins. On gère 400 km de ligne où passent 600 trains par jour. À l'avenir, il restera 10 cabines comme celle-ci pour gérer l'ensemble du réseau belge. Effectivement, quand il y avait 300 cabines sur le réseau, c'était une autre technologie, forcément plus vétuste. Maintenant, nous sommes passés à l'ère informatique, comme beaucoup d'éléments. Et la cabine du futur, vous y êtes. Je ne dis pas que c'est plus sûr, mais ici, vous avez un binôme entre la machine informatique et l'agent. C'est l'humain qui a quand même la main mise. Mais la machine propose des solutions aussi bien dans la régulation que dans les mesures de sécurité. Et dans ce contexte d'austérité, se pose la question cruciale de l'avenir des petites lignes. Ces lignes secondaires qui sont moins fréquentées et donc peu ou pas rentables. Un exemple, la gare de Beaumal, sur la ligne 43 entre Liège et Marlois. Un train par heure, 1623 voyageurs par semaine. On a des preuves que lors du dernier plan d'investissement, il y avait clairement des menaces sur cette ligne-ci de sous-investissement en ce qu'on appelle le maintien de capacité, c'est-à-dire le renouvellement de ces infrastructures qu'on voit ici, de façon à ce qu'on puisse maintenir un service de qualité. Infrabel a par le passé établi une cartographie du réseau avec une différenciation entre les lignes les plus fréquentées et les plus rentables, les lignes A et les lignes C en jaune qui sont les moins entretenues, et peut-être à dessein parce qu'on envisagerait à terme leur fermeture. Il y a des lignes sur lesquelles il y a 200 trains qui passent par jour, il y a des lignes où c'est 25 trains qui passent par jour, et l'entretien n'est pas nécessairement le même sur une ligne très fréquentée ou sur une ligne où il n'y a que quelques trains qui passent par jour. Ça fait partie d'une mécanique, d'un cercle vicieux typique des lignes locales, à partir du moment où on désinvestit dans le maintien de capacité, on désinvestit aussi dans l'offre, et forcément la fréquentation s'en ressent, avec à la clé souvent des fermetures de lignes, voire un démantèlement parfois de lignes ferroviaires. Penser le chemin de fer ou le réseau de chemin de fer avec uniquement les grandes lignes et pas les petites lignes pour les alimenter, c'est une hérésie parce qu'on voit bien que les sociétés ferroviaires qui marchent, ce sont celles dont les grandes lignes sont alimentées par des petites lignes et des petites gares. Et donc évidemment, quand à la SNCB, on dit « oui, mais il n'y a personne sur le quai ». S'il n'y a personne sur le quai, c'est parce qu'il n'y a pas de train. Et donc, quand on fait une offre, les gens sont là. Quand on ne fait pas d'offre, évidemment qu'ils ne sont pas là. Si sous prétexte d'économie, le groupe SNCB se désintéresse des petites gares, des budgets colossaux ont été par contre consentis dans la construction et la rénovation de grandes gares, dites pharaoniques. Mons, avec sa gare Calatrava, loin d'être terminée et dont le budget revu à la hausse est estimé à 272 millions, et cela pour une moyenne de 51 000 passagers par semaine. Autre gare Calatrava à Liège, montant 437 millions, avec en moyenne par semaine 155 000 voyageurs. Si on apprécie sa beauté architecturale, beaucoup déplorent son côté peu pratique. À Anvers, la nouvelle gare est qualifiée de l'une des plus belles gares au monde, mais c'est aussi la plus chère en Belgique, 775 millions d'euros. Alors question, de telles rénovations sont-elles bien utiles ?
C'est-à-dire qu'il y a eu des choix politiques qui ont été posés, où on a mis plus d'argent dans les grandes gares et moins d'argent dans la rénovation des petites gares, dans la rénovation des petites lignes et dans un nouveau matériel ferroviaire. Et donc, d'une certaine manière, on a privilégié des opérations de rénovation urbaine à des opérations qui profitent directement à l'usager. Investi dans 2 ou 3 gares en Wallonie, par exemple, c'est beaucoup d'argent. Là où le débat est maintenant mené sur le niveau de maintien de certaines lignes. Donc il faut choisir dans la vie. C'est un problème un peu plus complexe que celui de dire, bon, ben, est-ce que l'usager a besoin de ça? Les nouvelles gares qu'on a construites peuvent être des éléments de rénovation de certains quartiers urbains. Il y a eu une espèce de folie des grandeurs quand on a refait la gare d'Anvers au départ, où c'était un monument historique, un monument classé dans des grands classements internationaux comme une des plus belles gares du monde. Et donc on a voulu à un moment donné y mettre des montants colossaux. Tout à fait. Mais la gare était déjà là, elle a été rénovée. À Mons, par exemple, il y avait une très jolie petite gare. Et elle n'a pas été rénovée, elle a été détruite. Et ça coûte beaucoup plus. Et quand je visite les différentes gares, ben oui, on constate qu'il y a une inégalité de traitement, hélas, historique. À Charleroi, on ne veut pas d'un grand bâtiment de prestige, on veut juste que le confort pour les passagers soit là. Je pense qu'il y avait une complicité entre les responsables de la SNCB, qui sont d'ailleurs désignés pour la plupart par la politique, et le gouvernement. Alors, qui a proposé à qui, ça, je préfère ne pas essayer de savoir. On termine les gares, bien entendu, qui ont été commencées. On ne va pas arrêter les travaux en cours, mais il est hors de question d'en entamer de nouvelles gares, parce que ça ne fait pas partie du cœur de l'activité SNCB. Si l'on franchit la frontière, pour se rendre à quelques kilomètres à peine de Liège, à Maastricht, on découvre une toute autre réalité. On est dans un concept d'intermodalité parfaite, hein, on le voit avec les parkings vélos à proximité, l'intermodalité avec les bus qui est pensée. On a une offre de transport aussi bien supérieure, donc on voit qu'il y a moyen d'exploiter un réseau de transport en commun totalement différemment. Visiblement, dans cette gare, qui n'a rien de pharaonique, c'est bien l'utilisateur du rail qui est privilégié. Ben voilà, donc on a un train à peu près toutes les demi-heures, hein, enfin pas à peu près, précisément toutes les demi-heures sur toutes les lignes. Donc on voit qu'on a quand même une offre de transport assez attractive ici sur cette ligne. Alors évidemment Maastricht c'est une zone urbaine, mais on est plus largement dans une ligne quand même de desserte locale qui permet d'offrir vraiment quelque chose d'attractif pour les usagers. Donc là on a rénové un patrimoine existant plutôt que de construire du neuf. Et surtout on met l'argent dans l'exploitation des trains plutôt que dans les bâtiments de gare. Retour à la réalité belge. Ottignies est la deuxième gare de Wallonie en termes de fréquentation, avec 105 000 voyageurs par semaine. C'est aussi un nœud du futur RER, mais visiblement ici, pas de rénovation somptuaire. Mais comme vous le soulignez, c'est une des gares les plus importantes en termes de nombre de navetteurs. Donc les passages sous voie sont très difficiles aux heures de pointe. Et cette gare n'a pas été bien traitée. Si on regarde objectivement les choses, la gare de Liège ou la gare de Mons ont bénéficié de sommes colossales pour la rénovation des gares. Et ici, on avait qu'un projet pour 60 millions. Là, on était à plus de 300 millions à Liège, 270 à Mons pour des gares qui accueillent beaucoup moins de voyageurs. Et ici, rien n'avance. Et en plus, le projet qui était en chantier n'est toujours pas prêt de démarrer. S'il est un chantier tout aussi pharaonique en termes de coûts, c'est bien celui du RER. On n'en voit pas la fin. C'est un gouffre budgétaire. Alors pour tenter de faire aboutir enfin les travaux, le gouvernement permet au groupe SNCB d'emprunter 1 milliard d'euros. Un endettement vertueux pour la bonne cause. Mais une partie seulement de ce milliard devrait être consacrée au RER wallon et on sait déjà que ça ne suffira pas. En attendant, depuis avril, la SNCB lance un nouveau concept, l'offre S. S comme suburbaine, autour et dans Bruxelles. Elle relie dans un rayon de 30 km 142 gares autour de la capitale et 33 sur Bruxelles même. L'offre S, elle est bonne sur papier, mais elle est insuffisante parce qu'il n'y a pas suffisamment de trains. Mais le jour où on aura 3-4 trains et un peu plus encore aux heures de pointe, ça rend le train plus utilisable, même par des gens qui aujourd'hui n'y viennent pas naturellement. C'est ça le défi, hein. Ici, nous sommes dans la petite gare de Meiser. Elle jouxte des arrêts de tram et de bus. Cette intermodalité que l'on met trop timidement en place
préfigure le concept de mobilité du futur. Et vous venez d'où? Maintenant de Mali. Malines? Oui. Pour moi, c'est parfait. Et ça coûte pas trop cher. Alors voilà, c'est plus rapide qu'en voiture, je suis sûr. Je viens de Munzberg. Je passe par Saint-Job et je viens ici à Misère. Donc, ce serait bien dans le système RER d'avoir une fréquence beaucoup plus élevée. Je veux dire, tous les 20 minutes, ce serait un minimum, tous les quarts d'heure, ce serait vraiment bien. L'amélioration de la mobilité est l'une des priorités qui figurent dans l'accord du gouvernement. Mais paradoxe, ce gouvernement continue à favoriser les avantages fiscaux et donc l'usage de voitures de société. Il n'y a aucun pays au monde où on paye les gens avec des bagnoles. On paye les gens avec un salaire, on donne certains avantages bien sûr pour ceux dont le travail se fait par voiture, ce sont les représentants, etc. Mais ici, on donne ça dans le salaire, c'est complètement absurde. C'est absurde parce que si on voulait travailler en termes de mobilité, évidemment qu'on transformerait ces moyens qu'on met à des leasing automobiles pour pouvoir faire justement une offre de mobilité aux travailleurs, et entre autres en mettant des moyens financiers, en transférant ces moyens financiers pour le financement du transport collectif de qualité. Vincent est un adepte des transports en commun et du train en particulier. Il est malgré tout, et c'est rare, un usager de la SNCB heureux. Il reçoit de son employeur à la fois une voiture de société et un abonnement de train pour ses navettes Nivelles-Bruxelles. Quand il le peut, il privilégie toujours le voyage en train. Mon avantage, c'est que c'est mon employeur qui intervient, que ce soit dans la voiture ou dans le transport. Donc quelque part, je peux jouer sur tous les tableaux. Donc globalement, on est assis, même confortablement, avec une tablette pour travailler. Donc c'est plutôt un très bon aspect des choses. C'est quelque chose qui m'encourage à prendre le transport, c'est sûr. Si à un moment on vous propose une voiture ou un train, vous laissez tomber l'un des deux, qu'est-ce que vous choisissez? Si je dois vraiment choisir, je prendrai la voiture et je paierai le train de ma poche. Mais c'est vraiment le mix des deux qui est optimal. On ne sait pas toujours se contenter des transports en commun. Si on a une activité exceptionnelle, si on a un autre déplacement à faire, si on doit se rendre au sport ou aller chercher les enfants, ça devient plus difficile. Donc la voiture est une flexibilité qui est intéressante. Si en 2016, la SNCB est toujours sérieusement concurrencée par la voiture, elle risque dans 7 ans de devoir affronter d'autres concurrents redoutables. En 2023, la libéralisation du rail devrait permettre à d'autres sociétés de chemin de fer comme la SNCF de rouler sur le réseau belge. Une volonté européenne qui inquiète, comme ici à la CSC. Déjà en 1991, la Commission européenne a proposé une libéralisation totale des chemins de fer. Mais la résistance était énorme. L'inquiétude par rapport à cette transformation fondamentale qui s'annonce, ce 4e paquet ferroviaire, comme on l'appelle, est dû au précédent britannique. Ce qu'on constate en Angleterre, c'est que les sociétés privées qui ont raflé les plus gros marchés, on va dire, elles ont fait des bénéfices. Les petites sociétés privées qui n'avaient pas les reins assez solides que pour prendre les grandes lignes ont été fortement subventionnées par l'État pour assurer un service public sur les petites lignes. Et donc, au final, la facture a été triplée pour le citoyen qui, via ses impôts, a payé 3 fois le chemin de fer, alors que quand il était étatisé, on va dire, ça coûtait beaucoup moins cher. Donc nous ne voyons toujours pas la plus-value de cette libéralisation pour les voyageurs et pour les citoyens demain. Alors, question fondamentale, la SNCB est-elle prête? Pourra-t-elle affronter à l'avenir la concurrence de ces sociétés de chemin de fer européennes plus puissantes, plus efficientes qu'elle? La SNCB, dans l'état actuel des choses, avec la structure de ses coûts, ne serait pas capable de faire face à la concurrence de nouveaux entrants qui sont déjà bien présents en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche. Vous savez, aujourd'hui, on ne le dit pas assez, la SNCB a déjà perdu son trafic marchandises, qui a été complètement privatisé. Le trafic international Thalys n'est plus véritablement dans les rouages de la SNCB, et donc demain, cette SNCB, avec une dette de 6,8 milliards,
je me demande comment elle pourra résister à la concurrence. La Belgique, même avec ce gouvernement libéral dont certains dénoncent une certaine forme d'ouverture du marché, est allé plaider à la Commission européenne en disant, pour des petits pays comme la Belgique, nous voulons pouvoir donner la chance à l'opérateur historique de rester l'opérateur de la mission de service public. Et la Commission a dit, d'accord, à la condition que vous amélioriez vos critères de performance. Mais pour être efficace, justement, il faut se donner des moyens. Et donc, c'est pour ces raisons que nous sommes pour le moment, je dirais, en conflit avec la politique qui est utilisée par M. Cornu et M. Lallemand. Des deux sociétés qui gèrent le train aujourd'hui, c'est la SNCB qui paraît la plus fragilisée et peut-être même menacée à terme par cette libéralisation qui s'annonce. Et à moins d'en revenir à une structure unique, ce qui reste peu probable, Infrabel continuera de gérer l'infrastructure sur laquelle rouleront tous les trains. Dès lors, ne peut-on craindre à l'avenir pour l'opérateur SNCB et ses quelques 20 000 cheminots un scénario semblable à celui de la faillite retentissante de la Sabena en 2001. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait ce syndrome de la Sabena, cette idée que aussi à la Sabena on était sabénien, il y avait aussi une identité professionnelle très très forte, c'était un joyau du royaume, c'était une société qui était reconnue dans le monde entier, jamais on n'imaginait que cette société à un moment donné pouvait tomber en faillite, et malgré ça, à un moment donné, effectivement, sous le coup de l'ouverture des marchés internationaux, notamment de la libéralisation du ciel, la Sabena a vécu les difficultés qu'on connaît, et la faillite, et la reconfiguration, etc. Mais je pense que comparaison n'est pas raison. La SNCB sera confrontée à des choix fort difficiles. Si on n'arrive pas, les acteurs internes, à rentabiliser, moderniser l'entreprise, le mur s'approche. Et ce mur-là va être le choix entre privatisation, vente à des grands acteurs, régionalisation ou peut-être le scénario Sabena. Moi, personnellement, je ne crois pas au scénario Sabena. Je crois que la SNCB est beaucoup plus importante pour le pays que Sabena l'était. Mais il ne faut jamais exclure quelque chose. Mais la pire chose que la SNCB ait à craindre, c'est l'austérité qu'on lui inflige aujourd'hui. Si on continue avec les réductions drastiques de dépenses telles qu'on les organise aujourd'hui, si on continue à imposer des hausses de productivité comme ça à marche forcée, et si on casse tout dialogue social à la SNCB, on va mettre l'outil par terre, on va le mettre en très profonde difficulté. Ce chemin de modernisation de la SNCB nous permettra de faire conserver à l'opérateur historique l'exploitation de la mission de service public en Belgique, mais pour ça, il faut que chacun fasse des efforts. Il faut qu'il y ait un chemin qui soit parcouru. Il y a des étapes à franchir. On est dans un process proche du process industriel, et donc c'est ensemble que nous y parviendrons. Moi, je veux rendre la fierté aux cheminots et la fierté de rendre leur mission de service public, mais ça, il faut que ça soit compris et partagé par tous. C'est déjà la fin de ce Question à la Une. Si vous avez des remarques ou suggestions, rendez-vous sur notre page web, sur notre compte Facebook ou notre compte Twitter. La semaine prochaine, nous cédons la place à Devoir d'enquête. Mais nous serons de retour le 5 octobre avec 3 enquêtes exclusives. Le business des armes à feu toujours aussi florissant en Belgique. L'alcool au quotidien, 2 à 3 verres par jour, suffisent à vous rendre alcoolique. Et enfin, les nouvelles drogues de synthèse, le nouveau fléau chez les jeunes. D'ici là, continuez à vous informer en regardant la RTBF, bien évidemment. Très bonne soirée à vous. Dans quelques instants, le documentaire Magritte, la trahison des images.